Alors moi, il y a une des choses qui m'a beaucoup marqué dans le film, une des choses à laquelle je pense en premier quand je repense à votre film, c'est la lumière, le travail sur la lumière. Pour commencer, j'aurais aimé peut-être évoquer justement ça, comment vous avez travaillé la lumière avec votre chef opérateur, Manuel Dacos, si je ne me trompe pas. Alors la lumière, c'est aussi un bon décor. Mm. C'est-à-dire que d'abord, je passe beaucoup de temps en repérage avec mon directeur artistique et on cherche des décors. Une fois qu'on trouve les décors, on travaille énormément les textures, c'est-à-dire qu'on envisage les décors et les matières. Et une fois qu'on a délimité, défini les décors, leur matière et leur texture, on fait venir le chef opérateur, le directeur de la photographie, là en l'occurrence Manuel Dacos, et on pense à la source, on pense à la lumière. Mais on fait ça exactement comme des primitifs flamands en fait, c'est-à-dire qu'on définit une source. Cette source fait pratiquement toute la scène. Et une fois qu'on a défini la source, on fait venir les comédiens et les comédiens évoluent dans ce décor. Donc moi j'ai toujours considéré qu'un bon décor, c'était une bonne lumière et qu'une bonne lumière c'est un bon décor. Ouais. Après, pour les tournages en extérieur, donc en nature, on attend, on cherche la belle lumière. Donc on commence tôt, on essaie de travailler à l'heure magique, on essaie de chercher les contrastes. Puis ça dépend toujours de ce que raconte le film, parce que les décors chez moi sont des décors qui sont contaminés par les tourments des personnages, l'intériorité des personnages. Là, en fait, l'idée c'était de faire un film qui soit très naturaliste, baignant dans une lumière qui soit presque une lumière sacrée, donc qui tend en tout cas vers le sacré. Donc voilà, on a cherché les grandes lumières, les belles lumières, on a cherché... on a cherché quelque chose qui soit absolu, qui irradie, qui puisse transcender le personnage. Bon, après, les référents, il y en a beaucoup, que ce soit des référents cinématographiques ou des référents picturales, mais au fond, sur le moment, les référents, on les oublie complètement. C'est-à-dire qu'on se laisse porter juste par l'instant et ce que l'instant peut nous proposer. J'ai appris aujourd'hui que sur les films, ça ne sert à rien d'essayer de contraindre le temps ni la lumière, il faut prendre ce qu'il y a et essayer d'être le plus souple possible par rapport à ce qu'on nous offre. En tout cas, cette lumière, elle participe beaucoup à l'aspect onirique du film. Et moi, ce qui m'a frappé en voyant le film, c'est que j'ai vraiment vécu le film comme un rêve, en fait, et comme un voyage en même temps. Un rêve qui peut parfois être un cauchemar aussi en même temps, du coup. Comment vous avez envisagé la structure du film ? Est-ce que vous travaillez peut-être en musique ? Parce que je sais qu'il y a des cinéastes qui façonnent leur film en fonction d'une structure qui est proche d'une partition musicale. Est-ce que vous fonctionnez comme ça ? Non. Par contre, la musique est très présente parce que mon compositeur Vincent Cahet travaille énormément en amont, donc m'amène énormément de thèmes et de morceaux de musique. Donc il y a déjà une musicalité qui est très prégnante par rapport à ce qu'on fait. Mais non, je travaille pas en musique. En fait, je travaille pas en musique parce que je parle tout le temps pendant les prises. Donc je parle tout le temps, je dirige mes comédiens en live directement, ce qui pose parfois des gros problèmes au son. Ce qui veut dire que vous faites de la post-prod pour de la post-synchro. En fait, j'ai essayé d'apprendre avec le temps à ne plus parler, ne pas chevaucher mes comédiens, mais je parle énormément, je les sollicite, je les stimule énormément, j'essaie de parfois donner des indications contradictoires. J'essaie de les déstabiliser, les rendre vivants, pour qu'ils puissent réagir le plus possible. Okay.
Et justement, est-ce que vous faites des repérages du coup pour les lieux? Est-ce qu'il y a des repérages, un travail de repérage au niveau des sons justement, des sons naturels? Parce que quand on tourne dans un lieu, forcément, les sons importent et vu que vous prenez du coup la matière qui est déjà présente aussi sur place, est-ce que c'est important pour vous justement cette recherche sonore avant de tourner? Non, parce que j'ai malheureusement pas ce confort-là. C'est-à-dire que mes budgets sont relativement modestes, donc il faut toujours que je sois très efficace. Donc j'essaie toujours de privilégier le visuel, ce qui peut énerver profondément mon équipe de son. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est-à-dire que je dois privilégier le visuel, je dois privilégier ce qu'on voit immédiatement, parce que je sais que le son, je peux toujours travailler derrière. Et en fait, je travaille toujours avec la même équipe au son. Donc, eux font énormément de sons seuls. Les montages son chez moi sont particulièrement longs. On fait pas mal de post-synchro, c'est un long processus. Et après, il y a la musique et le sound design qui vraiment s'entremêlent pour donner cet aspect un peu onirique dont vous parliez tout à l'heure. Vous avez l'impression que les personnages se sont transformés au montage? Est-ce qu'ils ont pris une autre dimension que celle qui était envisagée au départ? Bah oui, parce que le montage, c'est toujours de l'écriture, et surtout sur des films aussi d'errance, mais avec des postulats aussi ténus. Il y avait énormément de matière. J'avais beaucoup de matière. Donc on a essayé de recentrer le film. Donc les choses évoluent toujours. C'est vraiment une réécriture en fait. Oui, c'est une réécriture permanente. De toute façon, il y a 3 écritures à chaque fois. Après, il y a certains metteurs en scène qui sont des metteurs en scène cerveau très très cérébraux, qui ont une espèce de vision globale de leur film en amont, ce que je n'ai pas du tout moi. Est-ce qu'il y a des paysages de fiction, et là je parle donc d'autres films, qui vous ont particulièrement marqué vous? Alors pas forcément pour ce film-là, mais dans votre imaginaire de cinéphile. Est-ce qu'il y a des... Parce que je sais, en France par exemple, il y a Alain Guiraudy qui s'ancre vraiment dans un territoire et qui crée ce territoire de fiction par rapport à sa région d'origine en fait. Est-ce que vous, il y a des territoires de fiction justement qui vous ont marqué en tant que cinéphile? Je peux penser au western de Ford, Monument Valley, je peux penser aux forêts noires, aux forêts russes chez Tarkovsky, à une Italie déglinguée d'après-guerre chez Rossellini. Donc, je peux penser à tous ces films-là, mais ça c'est le cinéphile qui parle. En tout cas, je vois toujours une espèce de cause à effet terrible entre les personnages, leur quête et l'expressivité ou l'expression en fait des décors. Et je pense que ça, en tout cas, c'est fondamental dans ce que j'essaie de faire aussi. D'accord. Je trouve votre regard sur la jeunesse, j'allais dire l'enfance, mais c'est plutôt l'adolescence en fait, qui est très juste. C'est très dur de filmer des enfants et même d'écrire en fait des personnages adolescents. Comment vous avez envisagé ça, l'écriture de ces personnages-là, notamment de Paul en fait? En fait, le référent pour le personnage de Paul, c'est un référent littéraire. C'est presque, c'est le prince Mishkin dans l'Idiot de Dostoïevski. Donc c'est un personnage innocent, compatissant, plein d'empathie, presque simple, enfin presque idiot. Presque idiot, mais moi je le trouve pas idiot justement. Je trouve ça intéressant parce que l'équilibre justement, il est intéressant. Il y a une espèce de bonté. Une bonté totale, pleine, qui peut faire penser à la bonté de Saint François d'Assise aussi, à des gens comme ça. Il a une grande clarté en fait, c'est là qu'on revient à la lumière en fait. Tout à fait. Ouais. Et ça saute aux yeux dès la première scène. J'aimerais que vous me parliez justement de cette scène d'ouverture avec l'oiseau, que je trouve très belle en fait. Comment elle est née cette scène et comment vous l'avez tournée en fait? Dans les premiers scénarios, elle arrivait un peu plus tard, donc je me suis dit à un moment donné que c'était probablement la bonne chose à faire pour démarrer le film. Ça identifie tout de suite le personnage. D'accord. Et puis après, il y a une cause à effet réelle entre l'oiseau qu'il essaie de sauver et la petite qui va essayer de sauver après. Dans un geste de maturation, c'est-à-dire que d'un oiseau, il passe à un être humain. Ouais. Donc c'est un serial killer à l'envers, en fait. First you look so strong, then you fade away. The sun will blind my eyes. I love you anyway. Thirsty for your smile, I want you for a while. You are a vagrant.
glitter in your eye. You seem to come and go. I never seem to know. And all my time is yours as much as mine. We never have enough time to show. Moi, ma première scène avec lui, elle a été coupée au montage, mais c'était une scène, c'était horrible. En fait, je devais manger un pot de confiture à la main, juste de la confiture, et j'ai failli vomir, et Thomas me regardait, c'était horrible, mais bon. Vous avez fait 15 prises. Ouais, non, mais c'était vraiment horrible. Moi, ma toute première scène, je me souviens, c'est le seul truc que je me souviens. Non, mais ma toute première scène, c'est quand je suis dans le bureau avec Dr Loisel, et il y a ma mère à côté de moi, et qu'elle me parle, et que moi je regarde les murs, je regarde les reflets de l'eau qu'il y a dans le mur, et ça, je me rappelle que c'était ma toute première scène. Et justement, ce tournage, il s'est déroulé, il s'est passé comment comment Fabrice a travaillé avec vous? Est-ce que c'est un réalisateur qui joue aussi? Je dis pas que c'est le meilleur des acteurs, mais mais au niveau de... quand on joue, en fait, il vit dans la scène aussi, quoi. Parce qu'en fait, Fabrice, faut savoir que c'est quelqu'un qui parle beaucoup pendant les scènes. Donc, Ouais, donc du coup, quand il joue, en fait, quand on est dans une scène, moi et Fantine, lui, comme il voulait qu'on soit vraiment tous les trois, il se mettait aussi dans la scène, il rentrait dedans, et c'était un peu un troisième personnage sur le plateau. Donc voilà, il jouait la scène avec nous, en nous donnant des indications. Et c'était pas déstabilisant justement le fait qu'il intervienne dans les prises? Moi j'ai pas trouvé ça très déstabilisant. Je trouve que au contraire ça nous a aidé à rentrer de plus en plus dans notre personnage, à mieux le connaître, et c'était une autre expérience de jeu. Par exemple, toi du coup tu as travaillé donc sur Jusqu'à la garde avec Xavier Legrand. Est-ce que c'était du coup j'imagine une méthode différente, mais lui il intervenait ou pas, parce que lui il est acteur aussi? Pas pendant les prises, mais entre les prises, et il faut savoir que oui, donc du coup Xavier il est acteur de théâtre aussi, et c'est vraiment un très bon acteur de théâtre, donc il sait vraiment bien diriger les acteurs, comme Fabrice, mais lui il savait, Xavier il dirigeait les acteurs parce que lui il avait l'habitude d'en être un, donc du coup il savait faire. Et voilà, c'était complètement différent que sur Adoration. Donc les deux, c'était deux expériences de vie différentes, mais qui m'ont beaucoup aidé pour moi à apprendre et pour plus tard. Comment vous vous êtes intéressé au métier d'acteur, et qu'est-ce qui vous a finalement mené vers ce métier-là dans votre parcours? Moi, j'ai commencé très jeune, j'ai commencé vers 7 ans. Donc j'avais pas vraiment le cinéma en vue, je savais même pas ce que c'était exactement, c'était très flou pour moi. Et j'ai commencé vraiment, c'est pas du tout volontaire, j'ai fait un numéro une sorte de numéro de mentalisme avec mon père, où on faisait un petit sketch, etc. sur scène à Belgium Got Talent en Belgique. Et les gens, en fait, après ça, m'ont dit que j'avais une prestance sur scène, que j'avais quelque chose, et que je devais peut-être essayer de faire des castings. Donc mon père a dit pourquoi pas, et j'ai dit pourquoi pas. On a essayé donc faire un casting sur Bruxelles pour un court-métrage, et j'ai été prise pour ce court-métrage, et en fait le cinéma m'a tout de suite attirée. J'ai vraiment adoré tourner, adoré jouer un rôle, avoir des responsabilités, adoré les rencontres, et j'ai tout de suite voulu continuer, et mon père m'a suivie, et donc j'ai continué. Faut savoir, de base, j'habitais dans un tout petit village, mais vraiment tout petit, je sais pas, il y avait combien d'habitants environ, mais c'était vraiment un tout petit village. Et en fait, au fond de notre jardin, il y avait une troupe de théâtre chez nos voisins, une toute petite troupe de théâtre, et je regardais, parce que de base, c'était mon petit frère et mon grand frère qui en faisaient, et je les regardais jouer. Et moi, j'étais trop timide pour en faire, mais j'assistais quand même à toutes les représentations. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon allez, il faut que je me lance, si t'aimes bien regarder, essaye d'en faire. Et c'est là où j'ai commencé à jouer pour la toute première fois, j'ai commencé à faire du théâtre, ça m'a tout de suite plu.
Et ensuite, mon prof de théâtre a commencé à me parler de casting. Donc du coup, quand j'ai entendu le concept, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et j'ai essayé de faire un premier casting où j'ai pas été pris, je m'en souviens, mais la directrice de casting avait gardé ma candidature. C'était pour quel Je sais quel plus du casting? tout, je sais plus du tout, j'avais 11 ans, 10-11 ans. Ok. Et elle a envoyé à celle de Jusqu'à la Garde. J'ai rencontré Xavier Legrand, la directrice de casting, tout ça, directement. Et c'est comme ça que j'ai été pris pour le tournage de Jusqu'à la Garde. Et dès la première scène, je suis tout de suite tombé amoureux de ça. Je savais que j'avais envie de faire ça et de continuer. Et j'ai tout de suite essayé de me donner les moyens pour continuer. Et sinon après, voilà, après je suis arrivé sur Adoration. Mais faut savoir que c'est vraiment venu de moi-même de vouloir faire ça et pas de mes parents. C'est moi qui choisis ce que je veux faire et voilà, ils m'ont suivi. Non, mais c'est une question qui m'intéressait parce que des fois, il y a des acteurs qui sont justement poussés par leurs parents étant enfants et qui n'ont pas forcément envie ensuite de continuer à faire voilà, ce métier-là. Vous, c'est vraiment une envie, Oui, quoi. bien sûr, c'est une volonté. Je pense que le cinéma, c'est pas quelque chose à faire si on n'est pas passionné par ça et si on adore pas le faire, en fait. En fait, faut aimer le cinéma parce que sinon, c'est pas du tout possible de faire ça, je pense. Donc non, c'est vrai que c'est totalement notre volonté et nos parents nous suivent heureusement parce que comme on est enfant, on n'a pas la possibilité de faire ça par nous-mêmes. Donc le fait qu'ils nous suivent, c'est grâce à eux en fait qu'on fait du cinéma, je pense. Alors là, je sors peut-être un petit peu du film, mais moi, c'est un film que j'aime énormément qui s'appelle L'Autre de Robert Mulligan. Est-ce que vous le connaissez? Bien Est-ce sûr, que c'est un bien sûr, film qui bien vous sûr. a marqué particulièrement? C'est marrant que tu parles de Mulligan. D'autres personnes l'ont mentionné. Oui, il y a un bel été en Louisiane aussi. C'est des films que j'ai vus, mais absolument pas conscients. C'est-à-dire que des références, j'en ai plein. Oui, bien sûr. Je pense que je brasse pas mal de références de manière consciente ou inconsciente. Oui, mais c'est ça, les références, on les a en nous en Oui, fait, et des c'est fois ça. elles Puis, ressurgissent inconsciemment aussi. Mais bon, je parlais de ce film parce qu'effectivement, sur la nature, sur la lumière aussi, sur l'enfance, bon là c'est plus un enfant qu'un adolescent, mais bon, sur la jeunesse en général, c'est quand même très intéressant. Il y a aussi Jeff Nichols Oui, bien sûr, qui j'aime beaucoup Jeff Nichols. Pour moi, c'est vraiment un des cinéastes contemporains américains qui est vraiment extraordinaire. Et puis on parle de lui en parlant de réalisme magique, de réalisme fantastique ou de réalisme magique, Poétique, quelque chose comme ça, poétique. Ouais. Je trouvais intéressant de vous demander de revenir sur Grémillon notamment, Oui. et du Vivier dont vous parlez dans beaucoup d'interviews, de comment vous les avez rencontrés, Par la ces télévision, films-là. par la télévision, c'est-à-dire que je me souviens de Remorque de Grémillon, la séquence de la plage avec Michel Morgan, qui est une scène qui m'a toujours bouleversé avec l'étoile de mer, qui est vraiment un moment assez prodigieux. J'aime les envolées poétiques du film, j'aime particulièrement Duvivier, son regard sur la nature humaine, son parcours. C'est quelqu'un qui a une dextérité incroyable, qui vient du muet, qui était envié par Renoir. Duvivier, il y a des films qui sont absolument prodigieux, qu'il faut vraiment redécouvrir. Vous parlez de Marianne de ma jeunesse. Oui, Marianne de ma jeunesse, que j'aime beaucoup. Voici le temps des assassins.
Panique, la Bandera, et Golgotha, il y a des choses qui sont absolument remarquables. Pépé le Mocou, il y a des films qui sont absolument remarquables en mise en scène. En mise en scène, c'est vraiment prodigieux. Et puis surtout, son regard sur la nature humaine est vraiment un regard très friedkinien, quoi. Étonnamment, hein, c'est vraiment un regard qui est jamais complaisant. Puis il y a toute l'histoire sur la belle équipe entre ces deux fins, entre la fin qu'il voulait et la fin qu'on lui a imposée. Aujourd'hui, on est revenu à la fin de la fin qu'il avait imaginée. Et ce qui est très étonnant, c'est que ce film, après La Belle Équipe, a été célébré par le Front Populaire et tout ça. Parce que c'est un film qui prêche la solidarité, alors que la vision du Vivier était absolument tout à fait autre. J'aimerais peut-être finir en vous demandant, parce que j'ai oublié de poser cette question tout à l'heure sur la nature. Est-ce que vous avez l'impression que le paysage, la nature belge en général, de votre, là où vous filmez en tout cas, est-ce qu'elle a quelque chose de singulier par rapport à d'autres, ou est-ce que ce film par exemple aurait pu être tourné, je sais pas moi, dans un autre... Est-ce que pour vous ce film il fallait que ce soit tourné vraiment à cet endroit-là, ou est-ce que c'était plus intemporel, est-ce que ça pouvait être dans d'autres géographies Pour moi c'est intemporel, c'est-à-dire que c'est une région que je connais bien. Mais on voit bien que les Ardennes que je filme, c'est des Ardennes qui sont, en tout cas je l'espère, transcendées. Bien sûr, ça pourrait être ça pourrait être aux États-Unis, en Allemagne, les Ardennes françaises. Ça pourrait être la Louisiane aussi. Voilà, ça pourrait être ce qu'on veut. Ce qui m'intéresse, c'est de nouveau, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un décor que je puisse en tout cas investir, m'attirer. Travailler en fait au burin comme un plasticien, quoi. À partir du réel, comme vous travaillez aussi les visages de vos comédiens, c'est un point que je trouve très 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 intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup.